Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il est l'heure, donc on va commencer. Merci de votre intérêt pour le sujet de cet atelier. Ce que François Bonin et moi allons vous proposer de faire, c'est une sorte d'état des lieux sur un sujet qui est le risque de liquidité dans le secteur financier et plus précisément la manière dont les assureurs et les banques ont pu en être affectés récemment, donc les évolutions récentes, et puis ce qu'on peut envisager en termes d'évolution future et de solutions pour le gérer, ce risque de liquidité. Voilà. François et moi, nous sommes tous les deux membres de la commission Finance Gestion d'actifs de l'Institut des Actuaires. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui repose beaucoup sur des travaux qui ont été effectués au sein de cette commission, ce qui me permet de remercier au passage plusieurs membres qui ont activement contribué à ces travaux. Éléonore Aguet, qui est dans la salle, Fabrice Sozo, Salma Bekaoui. Et je remercie aussi les membres d'un GT qui est rattaché à la commission finance, d'un groupe de travail, donc le GT-ALM, qui a travaillé sur le sujet de la liquidité et qui a produit une note disponible sur le site à l'occasion de la révision de la directive Solvay II. Donc vous pouvez y avoir accès. Elle date de 2022. Notre motivation pour vous parler aujourd'hui de ce sujet, c'est que la situation a pas mal évolué au cours même des 2 dernières années. Nous avons constaté au sein de la commission qu'avec la remontée rapide des taux d'intérêt en euros entre juillet 22 et septembre 23, les problématiques de risque de liquidité sont revenues sur le devant de la scène pour les banques, mais aussi pour les assureurs vie. Pour les banques, avec une plus grande volatilité des dépôts, et puis vous l'avez constaté, en dehors de la zone euro, heureusement, quelques faillites retentissantes. Pour les assureurs vie, il y a eu une situation de faillite, je crois qu'on peut le dire, avec une compagnie d'assurance vie italienne, Eurovita. Donc le sujet est définitivement revenu sur le devant de la scène. Et puis nous avons observé aussi les conséquences d'une évolution qui date d'avant la remontée des taux, qui date plutôt de l'époque où les taux étaient très bas et où les assureurs vie avaient un problème de rendement de leurs actifs, ce qui les a incités, avec d'ailleurs d'autres catégories d'investisseurs, à se porter sur des actifs non cotés dans l'espoir de booster le rendement, mais aussi le risque de leur allocation d'actifs. Or, ces actifs non cotés sont en grande partie illiquides par nature et plus ou moins illiquides, ça dépend des cas, mais ça modifie en tout cas certainement le profil de risque ou d'exposition des assureurs vie à ce risque de liquidité en règle générale. Et c'est ce qui s'est manifesté de manière extrêmement concrète depuis que nous connaissons, en particulier en France, une crise immobilière, en gros depuis un an et demi. Et ça s'est manifesté de manière peut-être imprévue pour un certain nombre, pour une partie du marché, notamment avec la question des UC immobilières, sur lesquelles nous allons discuter un peu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est notre motivation. Ce que je vous propose, c'est de laisser suffisamment de temps à la fin de la présentation pour que vous ayez tout le loisir de poser des questions. J'espère qu'on pourra avoir un quart d'heure, 20 minutes pour ça. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. Donc, le risque de liquidité, souvent, peut donner lieu à un malentendu parce qu'il y a 2 niveaux possibles. Alors, les 2 niveaux sont reliés. Il y a le niveau actif et puis il y a le niveau bilan. Alors, au niveau d'un actif, je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que le risque de liquidité, c'est le risque de faire bouger le prix d'un actif en le vendant ou en l'achetant. Et que c'est d'ailleurs cette approche-là qui inspire la réglementation bancaire, qui classifie qui donne un espèce de rating de liquidité aux différentes classes d'actifs et avec des niveaux de décote à appliquer par les banques suivant ces différentes classes d'actifs lorsqu'elles calculent leur ratio réglementaire de liquidité, LCR à 30 jours ou NSFR à 1 an. Il y a une approche alternative qui est mise en place chez certains assureurs ou d'autres participants du marché comme des fonds d'investissement. Ça consiste à attribuer un espèce d'indice de liquidité qui définit le nombre de jours pour chaque ligne du portefeuille qui est nécessaire pour vendre cette ligne du portefeuille. Donc ensuite, en agrégeant toutes les lignes, à mesurer de la même manière le temps estimé de liquidation de tout ou partie d'un portefeuille.
Cette deuxième approche nous paraît d'ailleurs un peu plus réaliste, c'est juste une incise ici, mais au sens où en fait la liquidité en tant que telle pour une classe d'actifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend de ce qu'on a à faire avec, dans cette classe d'actifs et de la taille de la transaction, achat, vente, et même les classes d'actifs les plus liquides, de ce point de vue-là, peuvent devenir illiquides si quelqu'un a une position énorme à l'achat ou à la vente sur cette classe d'actifs. Au niveau bilantaire, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette présentation, les choses se compliquent un peu. Parce que là, le risque de liquidité devient quelque chose qui ressemble un peu à une réaction en chaîne en chimie, si vous me permettez une comparaison un peu osée avec le domaine scientifique. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la manifestation du risque de liquidité, c'est ultimement le résultat de problèmes en amont, qui peuvent être très souvent des problèmes de solvabilité, et qui finissent par se manifester par un comportement de rachat des contrats en assurance vie, de fuite des déposants dans le bilan d'une banque. Mais à la fin, finalement, tout ça a été causé par quelque chose qui est en amont et qui peut avoir des causes assez diverses. Et donc, dans la suite du bilan, ce qu'on vous propose, donc, c'est de regarder un peu ce qui s'est passé donc, à partir des exemples récents et notamment donc, des faillites de 2023. Commençons par le secteur bancaire. Donc, on va refaire un tour rapide sur la faillite des banques, en particulier de la banque américaine SVB, parce que c'était peut-être le cas le plus illustratif de comment une erreur de gestion ALM, qui était commise à l'automne 2022, peut empirer avec un mouvement de marché, en l'occurrence l'augmentation des taux d'intérêt en dollars, se transformer en vrai problème de solvabilité. Et puis il y a un moment où la situation finit par s'ébruiter. Tout ça se passe à bas bruit pendant un certain nombre de temps, et puis tout d'un coup ça s'ébruite dans le marché. Et à ce moment-là, ça déclenche un mouvement de panique assez classique dans les crises bancaires. Un bank run, comme on dit en anglais, une panique des déposants qui transfèrent massivement leurs dépôts en dehors de la banque. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait une comparaison avec une autre faillite qui a eu lieu à peu près à la même époque, Crédit Suisse, les causes sont vraiment différentes. Dans le cas de Crédit Suisse, on peut parler plutôt d'une espèce d'érosion progressive sur plusieurs années de la confiance dans l'établissement, qui résulte d'une succession de scandales et d'erreurs de gestion qui à chaque fois se manifestent par des grosses pertes. Et puis à un moment où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le marché n'a plus confiance et en l'occurrence le superviseur intervient et force Crédit Suisse à se marier avec UBS. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de loi absolue, les causes peuvent être très diverses, ce qui évidemment crée toutes sortes de challenges et de défis en termes de modélisation, en particulier pour nous les actuaires. Mais en tout cas, il y a un point commun, c'est que c'est des faiblesses structurelles dans une institution, dans un bilan typiquement, et une étincelle qui met le feu aux poudres, et c'est ça qui déclenche finalement la matérialisation du risque de liquidité. Et l'étincelle, ça peut être, là encore, comme la cause structurelle peut être assez diverse suivant les cas, l'étincelle elle-même peut être diverse, parce que ça peut être un mouvement de marché, ça peut être un scandale qui sort au mauvais moment, ça peut être même une communication inadaptée du management. Donc vous voyez qu'on est dans le domaine du très incertain, du très volatile, voire du binaire, avec des phénomènes de raccourcissement de l'horizon de risque qui sont très désagréables pour l'actuaire, pour le gérant de risque, parce que nous sommes habitués à avoir nos métriques à un certain horizon de risque, et puis tout d'un coup, les mêmes risques se matérialisent avec un raccourcissement de l'horizon de risque qui est difficile à maîtriser. Et on voit aussi que la réglementation prudentielle, ici je prendrai l'exemple des banques, ne donne pas nécessairement toutes les métriques et tous les outils pour comprendre cette dynamique complexe. Parce que dans la réglementation bancaire, les ratios dont je parlais tout à l'heure, LCR et NSFR, sont calculés dans un coin, très bien. Puis vous avez les ratios prudentiels, les ratios de solvabilité du secteur, dans un autre qui couvre le risque de marché, le risque de crédit. Et les choses sont bien disjointes, mais du coup, la dynamique entre les deux, si on lit juste les rapports, il faut aller un cran plus loin pour essayer d'intuiter ce qui peut se passer. Voilà, donc je ne sais pas si François, tu veux intervenir à ce stade et si tu es d'accord sur cette présentation de la définition en tout cas. Oui, je suis évidemment d'accord, mais il y a des choses en fait qui ont été dites et qui sont très importantes sur le temps. En fait, le risque de liquidité, c'est illusoire de vouloir y répondre en mettant des fonds propres en face.
Il y a une question de temps et c'est pour ça quand même que le secteur de l'assurance vie en tout cas, il y est exposé, mais pas dans la même mesure que le secteur bancaire, parce que les rachats en cascade, les rachats massifs, c'est quand même pas la même échelle de temps que le run au guichet des dépôts bancaires. De ce point de vue-là, ce qui est fait dans les sociétés de gestion, de dire à quelle vitesse on peut exiger mon passif, à quelle vitesse je peux liquider mon actif, et donc la ressource que j'analyse, même quantitativement, c'est pas des euros, mais c'est du temps, ça me paraît assez intéressant. Sur l'assurance, la question du risque de liquidité, très honnêtement, l'argument consistant à dire inversion du cycle de production, je touche mon chiffre d'affaires avant de rendre l'argent au client, donc je n'ai pas de sujet de risque de liquidité, ça marche assez bien en yard, probablement assez bien en santé. En assurance vie, je ne parle pas de la retraite, mais épargne, contrat euro, garantie en capital immédiatement exigible. On gère de l'épargne pour le compte de tiers. C'est un peu court de dire non, le sujet de la liquidité n'existe pas. Et d'ailleurs, l'histoire financière telle qu'elle se déroule et telle qu'elle s'est déroulée récemment prouve qu'on ne peut pas dire ça, que ça ne correspond pas à la pratique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut sûrement pas faire du copier-coller de ce que les banques font, d'autant que ce que les banques font, ça n'a pas toujours bien marché récemment, SVB Crédit Suisse. Et puis, le risque de liquidité, c'est comme le risque, c'est la mère des risques pour le système bancaire, pour les banques et pour le système bancaire. On peut remonter à 2008. Et les banques centrales qui supervisent le système bancaire ont les outils pour, sur la durée d'un week-end, mettre en œuvre des solutions, là où dans l'assurance, ça ne se pose pas dans les mêmes termes. D'ailleurs, la résolution d'Assurvita l'illustre bien. Alors effectivement, ça c'est un des deux exemples très concrets qu'on a maintenant sous les yeux pour répondre à ceux qui disent le risque de liquidité pour les assureurs, les assureurs vie en tout cas, c'est quelque chose de très lointain, c'est Eurovita. Pour vous rappeler quand même quelques éléments factuels là-dessus, Eurovita est parti d'un ratio de solvabilité qui n'était pas très élevé, 134% à la fin 2021. Mais donc elle n'avait pas une solidité financière très très forte. Mais quand la remontée des taux est arrivée et que les clients italiens d'Eurovita ont commencé à racheter leurs contrats, ça a rapidement trouvé en situation de devoir liquider son portefeuille d'obligations en moins-value latente. Et du coup, le superviseur a interrompu les rachats en bloquant ces retraits quand même sur une période de quasiment 5 mois, entre le 6 février 2023 et le 30 juin 2023. C'est quand même pas une petite période par rapport à l'engagement de liquidité qui était la promesse de départ d'Eurovita vis-à-vis de ses clients. Et il a obligé, le même superviseur a obligé évidemment Eurovita à recapitaliser. Son actionnaire, qui est un fonds d'investissement britannique, Cinven, a refusé, ce qui a obligé le superviseur à nommer un administrateur spécial, donc une procédure quand même assez vigoureuse, et à organiser avec la place la restructuration complète d'Eurovita. Il y a eu les 5 plus grands assureurs italiens se sont en fait partagés Eurovita en recapitalisant à hauteur de 500 millions. Et les banques italiennes ont été appelées aussi à fournir à Eurovita une ligne de crédit de quand même de 6 milliards d'euros, pour une taille l'enjeu était de l'ordre de 15 milliards, pour permettre à Eurovita, pendant le même temps, à partir du 30 juin 2023, de rembourser ses clients qui étaient dans la queue et qui attendaient de pouvoir acheter leur contrat, de faire acheter leur contrat, et d'autoriser, donc de gagner du temps pour permettre le démembrement d'Eurovita entre les 5 assureurs italiens, ce qui était l'histoire finale. Donc là, on a un exemple vraiment très concret de ce qui se rapproche le plus peut-être d'un insurance run, avec cette différence en effet que c'est quand même beaucoup plus lent que ce qu'on a vu sur les banques. C'est beaucoup plus lent dans le monde bancaire, mais c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui avec la digitalisation que ça l'était il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Et le deux... Ouais. Les souscripteurs, ils ont perdu ou pas perdu? Ils ont tous été remboursés? Est-ce que tu nous autorises, Richard, à noter ta question et à la prendre à la fin? Mais on promet qu'on répond. Le
Le deuxième exemple que nous avons trouvé très frappant, alors cette fois-ci il est plus près de chez nous, c'est vraiment en France que ça s'est passé, donc c'est la crise immobilière et c'est les UC. Donc vous savez que les assureurs français ont distribué un certain nombre d'UC dont le sous-jacent sont des parts de fonds immobiliers, typiquement des SCPI au cours des dernières années. Et vous savez aussi que depuis un an et demi, grosso modo, la situation sur le marché de l'immobilier de bureau en France est très difficile. Et cela a conduit les assureurs qui avaient vendu ces UC immobilières à faire face à des demandes de rachat, pareil, de la part de leurs clients, dans des proportions significatives par rapport aux encours de départ. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que ce risque-là n'avait pas forcément été extrêmement bien identifié, puisqu'il y a eu une période, semble-t-il, où certains ont été tentés de considérer que finalement l'assureur n'était pas réellement engagé vis-à-vis de ses clients pour assurer cette liquidité. Je crois que la CPR a eu un rôle ici assez clair pour rappeler que non, le contrat d'UC en l'occurrence, c'est pas, même si le risque est porté par le client, pour ce qui est de la liquidité, c'est un véritable engagement et les assurés doivent l'honorer. Les assureurs vie doivent l'honorer. Donc ce n'est pas juste une enveloppe juridique et un statut fiscal autour de parts de fonds d'investissement. Et donc à défaut d'autres solutions, les assureurs concernés ont dû procéder eux-mêmes au rachat des UC et apporter ces parts de fonds immobiliers soit directement en face de leurs engagements au titre des fonds euros, soit comme des investissements en fonds propres. Et de ce fait, l'exposition d'un certain nombre d'assureurs français à l'immobilier a augmenté en raison de ce rapatriement imprévu d'exposition à leur bilan. Au sein de la commission finance gestion d'actifs, on fait partie d'un petit groupe qui a essayé de creuser le sujet en faisant un tour de marché. On n'a pas parlé à tout le marché, mais on a une dizaine d'assureurs vie assez représentatifs. Et pour vous donner des ordres de grandeur, l'immobilier représentait sur cet échantillon environ 10% de l'actif général des assureurs concernés. Dans un scénario où ils devraient racheter la totalité des UC immobilières de leurs clients, ça entraînerait une augmentation de l'ordre de 5 points de cette exposition en allocation stratégique d'actifs sur l'immobilier, donc de 10 à 15. Donc gérable, mais enfin pas complètement négligeable non plus. Ouais, tout à l'heure, quand je parlais d'épargne et de fonds euros, c'est fonds euros UC, parce que le jour où il y a des problèmes de liquidité sur les UC, en fait, presque systématiquement, ça contamine le fonds euro. Ouais, alors pas complètement négligeable, tant qu'on est loin quand même d'une crise type années 90, avec certains acteurs ayant beaucoup d'effets de levier, avec des liens croisés et avec des faillites en cascade sur des acteurs immobiliers. Il y en a certains qui peuvent aller mal, voilà. Mais on est loin de ce type de crise-là, parce qu'il y a quand même moins de levier dans l'économie du financement immobilier. En revanche, il y a une partie de la crise immobilière. Alors évidemment, comme toujours, je m'exprime intuitu personné, comme membre de la commission finance et gestion d'actifs, pas comme directeur financier de la Carac, du groupe Carac. Il y a une partie du sujet qui est que c'est en partie structurel, l'évolution du marché de l'immobilier, des prix. On ne retrouvera pas l'état du monde d'avant, notamment sur le bureau. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, donc je n'ai pas de pronostic sur comment ça va atterrir. Mais là où c'est différent des années 90, où il y a eu un effondrement des prix et puis un redémarrage du marché ensuite, il y a certains segments qui ne retrouveront pas leur état ex-ante. Et donc les acteurs, assureurs ou autres, qui sont exposés sur ces segments-là, ils devront prendre certaines pertes définitives. Oui, heureusement, il y a d'autres éléments amortisseurs. C'est que le risque est quand même relativement bien réparti, semble-t-il, autant qu'on puisse en juger. Le superviseur est mieux placé que nous pour avoir une opinion là-dessus, mais on part aussi de niveaux de solvabilité qui permettent d'absorber des crises de ce type dans le secteur en règle générale. Et puis, en effet, il faudra probablement reconnaître des pertes, ça paraît indispensable, mais une grosse partie de l'exposition de départ, dans les 10% de départ, il y a quand même beaucoup d'immobilier en direct qui est détenu, et souvent c'est des immeubles détenus en direct, qui sont au bilan des assureurs depuis de nombreuses années et qui ont accumulé des plus-values latentes sur longue période. Donc
en gros, les pertes à reconnaître viendront en déduction d'un stock de plus-value, plus généralement si on regarde l'exposition immobilière dans son ensemble. Là, on va passer rapidement sur ce slide parce qu'il va résumer provisoirement là où on en est dans notre discussion sur la comparaison entre banque et assurance. Tu l'as fait, donc je ne reviens pas dessus. En gros, on est d'accord pour dire que c'est quand même le risque de liquidité, c'est plus un sujet pour les banques que pour les assureurs-vie, même s'il existe de manière peut-être plus visible maintenant. L'encadrement réglementaire n'est pas le même. On a des ratios prescriptifs du côté bancaire, on l'a dit. Du côté de des assureurs-vie, c'est l'ORSA. C'est au niveau de l'ORSA que ça se passe et aussi peut-être au niveau des plans prudentiels de rétablissement. Donc il y a des dispositions, il faut faire des choses, mais ce n'est pas le même degré de prescription. Est-ce qu'on peut couvrir ce risque ? Pour un banquier, c'est assez difficile en fait, parce qu'une fois encore, effectivement, c'est le risque ultime, donc il n'y a pas réellement de moyens de couverture de marché ou autre. Et puis sous ton contrôle, enfin, c'est le cœur de métier de l'activité bancaire, de transformer des ressources courtes que sont les dépôts des ménages en emplois longs pour l'économie réelle. Donc il y a par nature un gap de liquidité dans les bilans des banques. C'est clair. Du côté des assureurs, il nous semble qu'il y a un certain nombre de solutions de marché dont on va discuter tout à l'heure. Ça va être dans la deuxième partie de la présentation. Et enfin, le superviseur, du coup, n'a pas non plus exactement les mêmes outils pour gérer les situations de crise. Dans une banque, comme on ne peut pas bloquer les dépôts pendant 6 mois, généralement, ça se passe sur un week-end, voire dans le cas de SVB, ça s'est même passé dans la nuit d'un jeudi à un vendredi, ce qui était une innovation. D'habitude, ça se passe plutôt le week-end, comme c'était le cas pendant la crise de Lehman. Pour une compagnie d'assurance, c'est plutôt à froid, et Eurovital l'a illustré. Alors, on va faire une pause ici quand même pour parler un peu du comportement des clients, parce que c'est quand même ça qui drive le risque de liquidité à la fin. Et là aussi, il nous semble que quand même il y a des évolutions récentes qui méritent d'être soulignées, parce que même si le risque de rachat est quelque chose qui est difficile à maîtriser pour les assureurs-vie, et là on va parler davantage des assureurs-vie, parce que ne serait-ce que la communication est forcément encadrée par le devoir de conseil, que dans certains cas, quand le réseau n'appartient pas, le réseau qui distribue le produit n'appartient pas à l'assureur, il a même pas l'assureur à la fin n'a même pas la main sur cette communication. Malgré tout, il y a des choses qu'on peut dire parce que il y a une évolution technologique qui fait que ça devient de plus en plus facile à cause de la digitalisation pour les clients, que ce soit des déposants pour les banques ou des épargnants pour des assureurs-vie, de faire bouger leurs fonds, leur épargne. Je reviens quand même un instant sur SVB, mais sur SVB, il y a quand même 42 milliards de dépôts qui ont bougé en une journée, et on a parlé de swipe crash. Swipe crash parce que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que les déposants de SVB bougeaient leurs dépôts en bougeant le doigt sur l'écran de leur smartphone, et c'était fait instantanément. À titre de comparaison, la dernière grande faillite bancaire américaine lors de la grande crise la crise de Lehman, c'était Washington Mutual à la fin de 2008. Ça a mis 9 jours pour que 17 milliards de dépôts sortent. Donc en volume et en dimension temporelle, ça s'accélère. Pour les assureurs, il y a d'autres éléments qui jouent. La digitalisation joue quand même un peu, peut-être moins que pour les dépôts bancaires, mais elle joue. Le paysage concurrentiel est quelque chose aussi qui est très important, parce que comme on a encouragé la concurrence et une offre diversifiée de produits dans l'intérêt des épargnants, ce qui est une bonne chose, on a aussi augmenté les incitations pour les mêmes épargnants à bouger d'un produit non performant à bouger vers un produit nettement plus performant. Et puis il y a aussi la question de l'information disponible. Jusqu'à présent, l'information disponible, c'était les états financiers et l'information légale, totalement contrôlée par l'entreprise elle-même sous, évidemment, la supervision de ses auditeurs externes, des autorités, etc. Mais c'était, en gros, formaté et contrôlé. Là, ce qu'on a découvert, c'est que, avec les évolutions, en particulier de l'existence des médias sociaux, c'est qu'il y a maintenant une masse d'informations qui échappe à ce contrôle. C'est plus les analystes financiers répertoriés, régulés ou les agences de notation seulement qui interprètent les états financiers, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et dans le cas de SVB,
on avait une situation qui se dégradait en fait assez régulièrement depuis un an et demi, et puis tout d'un coup, et on pense que c'est lié vraiment à des phénomènes liés aux réseaux sociaux, il y a eu une réalisation collective et une adhésion à l'histoire que SVB était grosso modo fichu, et c'est ça qui a déclenché la panique. Donc les trois éléments, technologiques, disponibilité de l'information via les médias sociaux et puis le paysage concurrentiel, font qu'on pense que pour les assureurs comme pour les banquiers, tout va un peu dans le même sens et pousse dans la direction du nomadisme. Donc on va passer, dans l'intérêt de vous laisser le temps de poser des questions, on va passer assez rapidement à la question de deux questions qui viennent dans la foulée. C'est comment est-ce qu'on mesure ce risque et puis comment est-ce qu'on peut le gérer. Alors pour ce qui est de la mesure, bon, on ne va pas vous dire des choses très révolutionnaires, mais en gros, ce qui nous paraît évident, c'est qu'il faut que dans chaque institution, il y ait des méthodes de base, des métriques de base qui soient bien en place. Typiquement, il faut que le solde de trésorerie soit projeté à un horizon d'un an avec une granularité suffisamment forte, idéalement quotidienne, et que ce solde de trésorerie soit projeté à la fois dans un scénario de base puis dans un scénario stressé. Et qu'en face de ces scénarios, en particulier du scénario de stress, la valeur de cession des actifs qui sont réellement cessibles, c'est-à-dire sans mettre à mal le gap de duration, sans mettre à mal non plus le stock de plus ou moins value latente, ce qui aurait donc des incidences aussi sur le résultat de la société. Donc il faut que tout ça ces éléments soient bien en place. Mais nous suggérons aussi peut-être qu'il faut aller un cran plus loin et accepter l'idée que le modèle ALM de l'institution peut être aussi un bon point de départ pour, disons, des scénarios de stress améliorés ou étendus, au sens où on pourrait, en pluguant le modèle ALM de l'institution sur son outil de pilotage de la trésorerie, si ce n'est pas déjà le fait nativement, avoir des scénarios qui vont un cran plus loin et qui vont aller chercher aux causes potentielles des crises de liquidité. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que tu réagis à ce genre d'idée d'élucubration. Ouais, enfin non, mais il faut des indicateurs quantitatifs, il faut une approche type pilier 1, mais sans forcément le mettre dans la réglementation pour autant. Mais ça ne sera jamais suffisant. En fait, il faut des approches quantitatives, projection du solde de trésorerie avec des scénarios. Et là, il faut aller fort dans les scénarios de stress, parce que c'est par définition des situations exceptionnelles dont on parle. C'est des marchés du crédit qui se ferment complètement, des marchés de taux qui deviennent avec des spreads de taux très importants et des marchés actions qui ne restent liquides que pour les grandes capitales. Enfin, faut vraiment faut taper fort sur le risque de liquidité si on veut l'anticiper. Et puis ensuite, il y a la partie compliquée, c'est effectivement quel serait ce scénario sur le comportement des clients. Et là, voilà, faut travailler. C'est un sujet évidemment d'ALM, parce que c'est le cœur de métier de l'ALM que de projeter. Il faut que l'ALM ait une bonne compréhension de son portefeuille de clientèle, et nous travaille aussi avec les réseaux de distribution, et c'est très différent selon qu'on est en réseau salarié, en CGP, en réseau d'agents, en courtier, tout ça. Et il n'y aura pas de réponse parfaite. Et dernier point, il faut que le sujet remonte et je pense que c'est le cas en ce moment, remonte bien dans les directions générales, directions financières, que ce soit un vrai sujet de monitoring au niveau des dirigeants de la société. Et au-delà du monitoring, est-ce qu'on peut faire des choses en termes de gestion, de couverture du risque lui-même ? Il nous semble que pour les assureurs vie français aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont envisageables. On va en mentionner quelques-uns rapidement. La première possibilité, notamment sur les UC qui sont assis sur des actifs illiquides, c'est de discuter, voire de négocier avec les sociétés de gestion des OPCVM sous-jacents les conditions de distribution et quelque part de formaliser le partage du risque entre la société de gestion et l'assureur. Parce que souvent, au niveau de la société de gestion, il y a une forme de liquidité qui est contractuellement prévue. Bon, mais ça a des limites, évidemment, puisque les intérêts de la société de gestion et ceux de l'assureur ne sont pas forcément alignés. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des prêts de trésorerie à court terme entre le fonds euro de l'assureur et le fonds euro et l'assureur,
pour financer des rachats sur fonds propres. Ça, c'est une solution qui est évidemment limitée, on l'imagine immédiatement, par des questions de gouvernance et puis par des questions de capacité aussi, de capacité financière. Donc c'est probablement marginal. Ensuite, des lignes de crédit bancaires. Est-ce que les banques peuvent être des fournisseurs de liquidités? Oui, un peu naturellement, ce sont des fournisseurs de liquidités pour le secteur des assurances, mais dans les situations de crise, ce n'est pas si évident que ça. Parce que le jour où il faut tirer sur la ligne de liquidité en question, il y a des chances pour que la banque cherche elle-même plutôt à rapatrier de la liquidité à son bilan plutôt que d'en fournir à ses clients. Donc, ne seront peut-être pas forcément ce ne seront pas forcément les solutions les meilleurs marchés ou les plus adaptés à ce qu'on cherche à couvrir ici. Ensuite, il y a la mobilisation des actifs qui sont un certain nombre d'actifs de très bonne qualité qui sont typiquement au bilan des assureurs vie via des programmes de pension, RIPO. Là encore, ça consiste à exploiter une ressource qui est naturellement au bilan des assureurs vie. Il y a là quelques limites ou conditions auxquelles il faut faire bien attention. Il y a toujours du risque de contrepartie. Si en face c'est une banque, il ne faut pas que la banque fasse faillite au moment où on va utiliser ce programme de RIPO pour rapatrier de la liquidité et honorer des demandes de rachat. Et les conditions de tirage dans le contrat cadre aussi doivent être revues avec précaution pour que le crédit de l'assureur ne soit pas une condition au tirage. Il ne faut pas que l'assureur ait un rating minimum trop élevé, sans quoi, comme il risque d'être sous pression, l'assureur lui-même, au moment où il aura besoin de tirer sur ce programme, ce sera à nouveau contre-productif, ou en tout cas ce sera inutile. L'instrument deviendra inutile. Et puis, il y a la réassurance. À notre connaissance, la réassurance, et Eleonore intervient s'il te plaît, parce que l'information vient essentiellement de toi. Sur la réassurance, en fait, c'est plutôt en amont que les choses se passent, c'est-à-dire le développement d'un marché de la réassurance du risque de rachat qui semble émerger en France, qui a émergé d'abord en Italie en 2023, avec une certaine capacité. Ce n'est pas illimité, mais apparemment la capacité a été épuisée en Italie. En France, il y a eu beaucoup de discussions en 2023. Et plus récemment, des questions de savoir si des réassurances internes pouvaient être mises en place à l'intérieur d'un groupe, évidemment avec une attention particulière de la CPR pour éviter que ce ne soit fait uniquement dans un but d'optimisation du capital et qu'en réalité, il n'y ait pas réellement de couverture du risque à la fin. Et puis, last but not least, comme disent les Anglais, il y a aussi la mise en place de frais de sortie ou appelons-les presque pénalités de sortie pour les clients. Parce que là, pour le coup, le législateur est intervenu par un décret le 12 juin dernier qui autorise, qui entre en vigueur, ce n'est pas une coïncidence, exactement en même temps que la loi Industrie verte, qui autorise les assureurs à charger à leurs clients jusqu'à 20% de la valeur des contrats sur du non-coté. Et vous savez que dans la loi Industrie verte, donc les assureurs sont plus qu'incités. Ils vont être obligés, sur les gestions pilotées des UC et des PER, d'avoir une allocation minimale sur du non-coté. De l'autre côté, donc les autorités donnent aux assureurs cette possibilité qui va être une incitation assez forte, évidemment, pour les assurés à ne pas sortir s'ils ont à payer jusqu'à 20% de pénalité de sortie. Comme c'est tout nouveau, on n'a aucun recul sur la manière dont le marché va s'emparer de cette possibilité, mais on va le savoir assez rapidement puisque la crise immobilière n'est pas terminée. C'est au 31 décembre qu'auront lieu les prochaines publications de valeurs liquidatives sur les UC, sur les SCPI immobilières, donc les SCPI. Et donc on verra si certains assureurs s'emparent ou non de cette possibilité d'introduire des pénalités de sortie. Voilà pour les outils. On va s'arrêter là parce que sinon on ne va pas vous laisser assez de temps pour les questions, à commencer par celle de Richard. Il y a aussi des perspectives évidemment macro-prudentielles qu'on aurait aimé évoquer avec vous, mais on va s'arrêter là. Richard, donc tu nous as demandé dans le cas de... Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens, les détenteurs de contrats de la société italienne? Alors, on va attendre que tu aies pu parler dans le micro, comme ça tout le monde... Oui, je veux juste savoir, pour les détenteurs de contrats de la société d'assurance italienne, est-ce qu'ils ont été remboursés à 100% ou avec une décote? Pas du tout. Bon, je ne parle pas des épargnants, quoi. À ma connaissance, ils ont été remboursés. Les engagements ont été tenus vis-à-vis des assurés. Et c'est pour ça d'ailleurs alors je sais pas, ça a pris un certain nombre de mois, j'ai plus les dates exactes en tête, mais c'est pour ça que ça a pris du temps.
c'est que le superviseur et l'État italien ont besoin de temps pour trouver un schéma qui permette de financer le remboursement des... Alors, qui a pris la paume finalement? Alors, enfin, le tour de table, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une paume économique au bout du bout. Eurovita couvrait plus son capital de solvabilité, son besoin de capital. Pour autant, la valeur économique de l'ensemble de l'actif n'était pas en dessous de la valeur des passifs exigibles. Mais l'actionnaire initial, le fonds d'investissement britannique, lui, il a tout Lui perdu. était évincé. Ah oui, ça paraît normal d'ailleurs. Enfin, pardon, ça c'est une opinion personnelle. Non, mais... Pas de questions. Je ne sais pas si c'est un silence réprobateur ou... Alors, il y a un type d'acteur dont on n'a pas parlé, alors que sur le papier, il est très exposé au réseau liquidité, c'est les sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM et qui ont un passif extrêmement liquide et dont les clients, effectivement, achètent et vendent tous les jours, qui a l'actif en général les actifs liquides. Et historiquement, quand il y a eu des problèmes de liquidité dans le monde de la gestion d'actifs, en fait, ils sont restés cantonnés à un OPCVM, à un véhicule, et puis la maison mère a pu financer la résolution du problème. Mais à ma connaissance, et s'il y a des informations contradictoires dans ça, je veux bien les entendre, sur la gestion d'actifs, et ça peut inspirer les sujets bancaires ou assurantiels, en fait, le risque de liquidité, les sociétés de gestion ont toujours réussi à le cantonner à leur véhicule et pas contaminer la maison mère. Voilà, comme ça n'a pas été évoqué dans l'exposé, alors qu'on aurait pu avoir une question là-dessus. J'en profite pour faire un peu de pub pour la commission finance gestion d'actifs. Donc si ces sujets vous intéressent, vous voyez que c'est des choses dont on parle, sur lesquelles même on travaille. Donc nous sommes à peu près une vingtaine de membres. Et tous les actuels membres de l'IA sont évidemment les bienvenus pour venir avec des suggestions, participer s'ils en ont le souhait et le temps. Il y a aussi un certain nombre de groupes de travail dont les idées généralement germent au sein de cette commission finance gestion d'actifs et qu'on creuse davantage dans un format différent et qui aboutit à toutes sortes de productions. Donc je vous ai parlé sur ce dont on parle ce matin. On a fait un tour de marché informel sur les UC immobilières qui a fait l'objet d'un partage avec les assureurs qui avaient contribué et aussi avec la CPR. L'année dernière, on avait partagé nos réflexions avec la CPR sur les conséquences de Crédit Suisse et SVB. Donc la commission est active, grâce à François depuis de nombreuses années. Grâce à son président, surtout. Et donc, voilà. Bon, il y a d'autres sujets dont on aurait pu vous parler aussi. Ce soir, vous aurez, si vous voulez continuer à entendre des choses sur le même sujet, il y aura, je crois, un atelier qui va parler de la révision de Solva 2 et notamment des stress de liquidité qui sont un sujet qui sont introduits par cette révision. Donc, et c'est, j'essaye de retrouver son nom. C'est Mohamed El Aroui qui fera la présentation avec quelqu'un d'Exiom aussi. Et ils vont rentrer un peu plus dans le détail, je pense. C'est volontairement qu'on n'a pas abordé le sujet sous l'angle réglementaire et législatif, mais sous l'angle fondamental, économique et pilotage des institutions et les questions que ça pose. Mais évidemment, les régulateurs sont en train de regarder. Le SRB, qui dépend de la Banque Centrale Européenne, est en train d'émettre des idées. Il y a un papier qui est sorti le 30 août pour les banques de renforcement, en fait, de serrage des boulons sur la manière dont les ratios prudentiels, les ratios de liquidité sont calculés, à la lumière de l'expérience récente. L'EIOPA est aussi consciente du sujet depuis assez longtemps, puisqu'il y avait déjà une première consultation en 2020, fin 2020, début 2021, et puis donc tout un travail en cours sur la liquidité avec la révision. On aurait pu vous parler aussi des questions
de valorisation, parce que derrière la question de la liquidité, il y a aussi la question sur le non-coté en particulier de comment valoriser. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a des très bonnes idées, après on passe la parole, Richard, sur le prix, la valorisation de la liquidité. Alors, il est évidemment bienvenu à la Commission de Finances et Gestion d'actifs, et en plus, c'est une bonne candidature pour le prix Nobel. Oui, je voudrais juste rajouter 2 choses sur SVB, ce qui a rendu effectivement la crise ingérable, c'est que les clients étaient en fait des gens dans la technologie et dans la digitalisation. Ils étaient peu de clients avec des gros montants et dans du digital. Donc effectivement, quand ça a démarré, en 1 heure ou 2 heures, ils ont bougé tout. C'était ingérable pour arriver à ça. Et la deuxième chose que je vous conseille, si vous loguez sur l'Association actuaire internationale, auquel la société actuaire est reliée, vous avez une présentation du Banking Forum sur un gars qui est un ancien trader et qui expliquait en fait que quand une banque elle a 2 types d'actifs, des actifs qu'elle doit acheter et revendre, et puis des actifs qu'elle envisage à un instant T de garder jusqu'à maturité, que ce n'est pas du tout la même gestion. Et qui forcément, quand il y a des stress sur le marché financier, toutes les corrélations ou décorrélations s'effondrent et vous vous retrouvez scotché avec du papier invendable. Très intéressante, si vous pouvez récupérer à la fois, tout est en anglais, hein, la présentation et les slides. Moi, j'ai trouvé ça, pour un néophyte comme moi, passionnant. Et ce que tu dis sur la clientèle de SVB, hein, ça illustre. C'est des scénarios dans lesquels tout se recorrèle et tout se passe mal en même temps. Alors, sur les instruments de couverture, par exemple, il faut les diversifier parce que une vraie crise de liquidité, ça aggrave le risque de contrepartie bancaire, par exemple. Voilà, donc tout est lié. D'autres questions ? Bon, eh bien, nous allons fermer la session avec quelques minutes d'avance. Je pense qu'on doit être une des seules dans ce cas. Non, je pense pas. On est à l'heure. Merci en tout cas.